On repart les amis. Donc toujours, alors pour le coup c'est écrit dessus, comme le port-salut, c'est la thématique autour du risque. Xavier Durand donc avec nous, le patron de Coface. Bonjour Xavier. Bonjour. Le prenez pas mal, je disais en sommaire, on va pas parler de Coface. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler avec ce livre. Voilà, et on va parler de ce livre, et puis à la limite, Coface, assureur crédit, vous allez avoir une position très très importante dans le financement de la reprise, c'est très clair, mais à la limite, on en reparlera. Parce que là, c'est oser le risque, mais alors, juste un mot là-dessus d'abord. On parlait là du risque santé, du fait qu'on ait raté le vaccin, tout ça. Il y a eu cette phrase là de notre président de la République, les Américains ont davantage rêvé. Ça doit être une leçon. Il nous faudra retrouver le goût du risque. Quand on regarde les enjeux qui sont liés à cette question d'investissement, par exemple dans la santé, on voit ce qu'on peut perdre à mettre 100 millions sur la table pour financer une nouvelle technologie de vaccin, mais on ne voit pas ce qu'on perd. Et ça, on le voit à ne pas le faire. Et donc, on voit rétrospectivement que finalement, les 100 millions qu'on aurait pu mettre sur la table pour développer une nouvelle technologie, ne sont peut-être pas grand-chose par rapport aux sommes qu'on dépense pour maintenir une économie entière. C'est clair. Donc je crois que c'est ça, la notion d'oser le risque, c'est de dire, prenons une perspective, et puis de temps en temps, prendre des risques, c'est en fait moins cher que de ne pas en prendre. Je dirais même que si on ne prend jamais de risques, l'issue risque d'être assez... l'issue est fatale. Voilà, c'est ça. Vivre est un risque. La vie est un risque. C'est ça, voilà. C'est ça, le risque, c'est la vie. Le risque, c'est la vie. Alors, oser le risque, mais le management dans un monde incertain. C'est-à-dire, c'est le risque managérial. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce que vous écrivez dans un petit bouquin, d'ailleurs, je vous rassure, mesdames, messieurs, vous pouvez y aller. C'est écrit petit, mais c'est un petit bouquin. Vous comparez ça à un pianiste de jazz. Racontez-moi un peu l'histoire, là. Chaque note est un risque. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation musicale, mais qui a démarré par le classique. Et vous savez, dans un orchestre classique, on essaye de reproduire des conditions parfaites pour exécuter de façon parfaitement prévisible une œuvre qui est préécrite. Et donc la perfection fait partie de la recherche de ce qu'on fait. Voilà, ce qu'on cherche. Voilà. Le jazz, c'est l'inverse. On arrive dans une salle, c'est un peu bruyant, les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre, les musiciens ne se connaissent pas trop, on a une idée de ce qu'on va jouer, mais ce n'est pas écrit. Et puis, alors, si on ne prend pas de risque, ça va être parfaitement ennuyeux et les gens vont dire mais qu'est-ce qu'on fout là, ils sont nuls. Et ça n'est intéressant que parce qu'on prend des risques et un peu comme dans tous les arts du spectacle, on se jette dans l'inconnu et puis on va jusqu'à la limite. C'est quasi physique d'ailleurs, quand on voit un pianiste de jazz, c'est quasi physique la façon dont il lance ses mains sur les touches. Ça, et puis vous voyez les gouttes de sueur, parce que c'est un effort intense. C'est ça. Parce qu'il faut réfléchir en même temps. Il faut à la fois faire, écouter. Donc c'est un exercice collectif, puisque quelqu'un va s'aventurer sur un chemin, les autres vont essayer de le suivre, jusqu'au moment où on se retrouve un peu trop loin, et là il y a un leader qui ramène tout le monde sur une base confortable pour redémarrer. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça dans l'entreprise ? Il faut une forme d'harmonie. Alors non. Qu'est-ce qui crée l'harmonie, en fait ? C'est quoi ? C'est une culture commune ? C'est une culture. Vous voyez, moi, je défends dans le livre que finalement, vous regardez, des siècles sont passés, l'humanité est toujours en train de se battre avec les mêmes démons, c'est-à-dire les guerres de religion, les pandémies, les crises financières. Alors on sait que ça existe, on sait qu'il va y en avoir, on ne sait jamais les prévoir. Donc on est finalement assez démunis quand il s'agit de dire cette crise du Covid, quand est-ce qu'elle va arriver ? À quoi elle va ressembler, par où elle va démarrer, comment ça va se passer, est-ce qu'on aura des outils pour y faire face ? Et on n'a aucune de ces réponses, précisément. Donc par rapport à cette je dirais, impossibilité à prévoir, on sait qu'on a des tas de compétences, et la question c'est est-ce qu'on peut les mettre à contribution au bon moment, quand ça sera nécessaire, de façon coordonnée, de façon efficace, pour faire face à ce qui se présentera, ce qui adviendra. Le fameux signe noir. Voilà, et ça c'est la culture. C'est-à-dire que finalement, je défends dans ce livre que les entreprises doivent apprendre à improviser, apprendre à se faire confiance. Vous dites une affaire de culture et d'improvisation maîtrisée. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que quand on met les bonnes compétences autour de la table, on le voit bien dans n'importe quelle crise, finalement on a pas mal d'éléments de réponse, à condition de pouvoir se faire confiance pour que ces compétences travaillent ensemble et pas en opposition les unes aux autres, ou qu'il y en a une qui soit complètement ignorée. Et donc il faut avoir cette culture, si vous voulez, de collaboration, d'innovation. Et c'est ça qu'il est... Alors, je dis, on ne parlera pas de Coface, obligé quand même, vous êtes assureur. On est assureur. Donc, en fait, alors c'est quoi le métier d'un assureur ? C'est de maîtriser le risque ou d'envisager le risque, de connaître le risque, de comprendre le risque ? On ne peut pas assurer un risque qu'on ne comprend pas. Et nous, notre métier d'abord et avant tout, c'est de le comprendre mieux que d'autres
et c'est d'aider les entreprises à prévenir les risques. Finalement, quand vous voyez un choc économique majeur, personne ne sait assurer un choc économique majeur. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'anticiper, de s'y préparer et de faire en sorte de ne pas prendre les risques qu'on ne saura pas assumer. Ouais. Donc ça, c'est notre rôle, c'est-à-dire qu'on a une base de données, on a une base de données de 100 millions d'entreprises à travers le monde et on suit la solvabilité de 100 millions d'entreprises avec tout un tas d'outils, de data, de technologies, de process, tout ce que vous voulez. Et la question pour nous, c'est d'arriver à détecter là-dedans ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner mieux que d'autres. Ouais. Donc c'est une vraie analyse des risques. Après, pour montrer que justement, ce n'est pas juste du savoir, mais qu'on est prêt à prendre des engagements financiers là-dessus, on assure au cas où on se trompe. Alors, vous dites, c'est la fin des process et des stratégies. Vous racontez d'ailleurs une entreprise processée dont j'ai l'impression qu'elle a quand même disparu absolument partout depuis 10 ans. C'est fini, en fait, les entreprises managées du haut en bas, avec reporting, PowerPoint. Il en reste beaucoup. Surtout dans les grands groupes. Je crois que, si vous voulez, ce que j'oppose, ce sont des outils. Face à ces risques qu'on ne sait pas prévoir, finalement, on a inventé des outils pour essayer de se défendre. Et ces outils, c'est process, c'est contrôle, c'est conformité, c'est outils de prédictif, c'est intelligence artificielle appliquée au passé. Ouais. Mais tout ça, ça consiste finalement, si vous voulez, à avoir des rétroviseurs de plus en plus aiguisés qui vous disent encore mieux qu'avant ce qui a bien pu se passer. Mais si vous essayez de rentrer chez vous en regardant dans le rétroviseur, aussi bon soit-il, je pense que ça va mal se passer. C'est une bonne image, ça. Oui, mais alors, et donc, non, mais je pensais pendant que vous parliez, je pensais à cette phrase formidable de, celui qui est devenu célèbre, James Mattis, comme ministre de la Défense pendant peu de temps de Donald Trump, et qui avait dit, quand il commandait les forces américaines en Afghanistan, le PowerPoint est le premier ennemi de l'armée des États-Unis d'Amérique. Parce que, alors il parlait de la guerre afghane, mais je pense qu'on pourrait parler de la même façon du risque, enfin de la façon dont le monde aujourd'hui et des menaces qui peuvent peser sur une organisation. Ça ne rentre pas dans un PowerPoint. Ça ne rentre pas dans des cases, c'est pas possible. Je fais un peu cette analogie-là. Quand vous prenez la guerre moderne, ce sont des équipes qu'on envoie dans des zones urbaines et qui doivent prendre des décisions de façon instantanée, parce qu'elles ne savent pas à quoi elles vont être confrontées. C'est un peu pareil dans l'économie. En ce qui concerne COFA, si vous voulez, on est dans une centaine de pays. Donc on a des équipes dans chaque pays qui doivent faire face chacune aux circonstances, aussi bien sanitaires qu'économiques, que politiques, que financières, enfin tout ce qui peut se passer. Et donc, si on veut vraiment être réactif, il faut être capable de décentraliser la décision. Et puis il faut être capable de faire en sorte que les décisions que prendront les entités, chacune pour elles-mêmes, ne menacent pas l'ensemble. Donc il faut une grosse coordination, surtout que nous on travaille avec des multinationales, souvent, qui sont présentes dans tous ces pays. Donc il faut une grosse coordination entre des équipes qui ont un bon niveau d'autonomie. Et c'est ça. Et de confiance. Comment est-ce qu'on fait pour stimuler l'art de l'improvisation ? Je crois qu'il faut... Vous savez, l'apprentissage, c'est la clé. Par rapport... c'est prendre des risques, voir jusqu'où on peut aller, et puis à un moment donné, revenir en arrière. Et donc, il faut être capable d'encourager à la prise de risque, la contrôler, la faire dans un univers qui soit tel que si ça se passe mal, ça ne menace pas l'ensemble. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. C'est quand même formidable de savoir marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il est entouré, enfin j'espère pour lui, il est entouré de ses parents qui le rattrapent si jamais il y a ses parents qui le rattrapent au début, mais il le laisse quand même prendre un peu de risque, sinon il n'apprendra jamais rien. Certes. Et donc, si vous voulez, dans une entreprise, le but c'est en permanence, c'est d'avoir cette recherche en permanence de où se trouve la limite, où se trouve la frontière, et d'aller pousser le risque un peu plus loin, parce que c'est en faisant ça qu'on invente des choses nouvelles et qu'on crée de la valeur. Donc, accepter le risque, c'est accepter l'échec. Je crois que, non, accepter de prendre des risques... Il faut que vous acceptiez que ceux qui prennent des risques se plantent, de temps en temps. C'est ça que je veux dire. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'ils puissent se tromper, il faut s'assurer qu'ils apprennent de leurs erreurs et de leurs échecs, parce que ça, c'est très important. L'apprentissage par l'échec, c'est de dire, je me suis trompé, mais finalement, j'ai compris ce qu'il ne fallait pas faire, et donc la fois d'après, je vais faire mieux. Et donc c'est ça, c'est se tromper... ne pas réussir et apprendre pour la fois d'après. Développer une culture managériale qui accepte l'échec, c'est l'enjeu. Oui, mais c'est un sacré défi. Et est-ce que, alors vous qui avez une vision d'ailleurs internationale des choses, est-ce qu'il y a quelque chose, vous savez, autour de ce terme de vieille Europe ?
Est-ce que là-dessus, alors la France, mais peut-être aussi ceux qui nous entourent, finalement, on accepte aujourd'hui moins le risque, l'échec que ne peuvent le faire les Américains, qui nous ont encore donné des leçons là, sur l'ensemble de cette... Mais c'est historique, parce que les gens qui sont partis créer les États-Unis sont des gens qui prennent des risques. Certes, mais c'était il y a plus de 2 siècles. Mais c'était incroyablement risqué. Ils n'avaient rien à perdre. Alors, ils n'avaient rien à perdre. C'est une notion importante du risque, ça. Il n'y a pas vraiment de risque si vous n'avez rien à perdre. C'est toute la question, c'est qu'on a beaucoup à perdre aujourd'hui dans la société. Donc, on est plus focalisé sur ne pas perdre que sur gagner. Ceci dit, si vous ne faites que ne jamais perdre, vous ne gagnez pas. Et le monde change, donc on est obligé de prendre des risques. Un dernier mot. Aujourd'hui, des chaînes de risques, en fait, s'installent. Enfin, quand je discute avec des directeurs des risques, que je fais assez régulièrement et j'en suis absolument ravi, aujourd'hui, ils ont quand même, ils le disent plus sans doute qu'avant le Covid, la notion de chaîne de risque domino, de choses comme ça, qui sont encore plus complexes aujourd'hui à maîtriser. Ce qui va dans votre sens. On ne peut qu'improviser face à ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir. Donc je crois que c'est important de... On ne peut plus aujourd'hui s'appuyer sur un scénario donné. Si vous faites un scénario... je dis toujours, on peut avoir précisément tout faux. Si on regarde un scénario. Je préfère regarder plusieurs scénarios de façon assez large, en se disant, on ne sait pas très bien où ça peut aller, mais on voit à peu près les enchaînements, on voit ce qui peut se passer, on peut faire du what if, comme on dit en anglais, et à ce moment-là, avec ça, on est plus capable de savoir que si les choses virent dans tel sens, à ce moment-là, il peut se produire telle autre conséquence, et là, ça nous permet d'être un peu plus efficace. Voilà. Donc, voyez large, plutôt que de voir très précisément, très profond. On peut avoir précisément tout faux. On peut avoir précisément tout faux. On peut avoir précisément tout faux. Xavier Durand était notre invité sur Bismart.